Bonsoir, fidèles téléspectateurs de la Tribune du mardi sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, et ravi de vous retrouver en compagnie de Lagrange Simenou Agnankpe, qui est un habitué de ce plateau. Je précise que Lagrange Simenou Agnankpe est consultant, jeune leader africain et directeur général du cabinet Lige Council. Bonsoir. Bonsoir Aziz, bonsoir chers téléspectateurs. Et nous aurons en ligne de Bordeaux, en France, le docteur Paul Kananoura, géopolitologue et spécialiste de gestion des conflits. Il y aura aussi en ligne de Bamako le journaliste producteur Abdul Karim Ba, qui est par ailleurs directeur de l'information à Radio Binkan à Bamako. Djibi Diakhaté, sociologue en ligne de Dakar, mais également un confrère du Burkina Faso, pays des hommes intègres, Tigacher Sawadogo. Et le thème aujourd'hui, G5 Sahel, divergence sur les solutions à la crise. Nous allons évidemment revenir sur cette rencontre des chefs d'état-major du G5 Sahel en compagnie de tous ces invités, on l'espère bien. D'abord, Lagrange Simenou Agnankpe, on note la libération aujourd'hui au Mali, la liberté provisoire accordée par la justice au général Amadou Aya Sanogo. Oui, je crois qu'il faut saluer cette libération puisque le général, comme tout le monde le sait, est en mesure de jouer un rôle fondamental dans la réduction de ce problème crucial qu'est le terrorisme et dans ce que vit le peuple malien depuis un bon moment. Donc je pense qu'il faut déjà saluer cette libération et demander à ce que beaucoup mieux soit fait et que le général qui est libéré puisse vraiment contribuer à la stabilité de ce pays, à la stabilité sécuritaire de ce pays, qui puisse vraiment jouer un rôle de médiateur dans cette crise-là qui fait beaucoup mal au peuple et qui fait saigner les caisses de l'État. Et voilà ce que je peux dire. Et avant la libération, la liberté provisoire accordée au général Sanogo qui était attendu, il y a eu le retour au pays du président Amadou Toumani Touré qui était en exil à Dakar au Sénégal depuis qu'il a été renversé justement par le général Sanogo, depuis qu'il avait été renversé par lui. Oui, il faut déjà dire que le président Amadou Toumani Touré avait pris ses responsabilités, a été contraint à la démission. Il est parti, il a déposé le tablier, il n'a pas voulu s'immiscer dans cette problématique parce qu'il était accusé de ne pas mettre à la disposition les moyens requis pour pouvoir gérer, contrer ce terrorisme qui allait grandissant et qui allait affaiblir ce pays. Donc le président s'est retiré et il faut dire que ses proches qui étaient des acteurs quand même influents de la politique de cette nation qui maîtrisaient bien le contexte n'ont pas manqué d'attirer l'attention, de faire comprendre que les armes et l'intervention étrangère n'allaient pas régler le problème. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, ça fait 8 ans et je crois qu'il faut leur donner raison. Il faut donner raison à ceux-là qui étaient ses proches et qui disaient que la solution à ce problème-là n'était pas la force, mais qu'il fallait trouver un consensus et il fallait que les partis acceptent vraiment de dialoguer. Heureusement que l'actuel président a accepté et a mis les moyens à contribution pour que le président Amadou Toumani Touré, qui également est un homme en uniforme, qui connaît également son pays, puisse revenir, donc apaiser un tant soit peu la population qui réclamait son retour. Et je pense également que ceci a permis une certaine décrispation, même si aujourd'hui le sentiment anti-français va crescendo, même si aujourd'hui le peuple accuse les autorités politico-administratives actuelles de ne pas faire d'efforts, je pense que des efforts sont en train d'être faits et que chacun, parce que les problèmes sont d'abord nationaux, il faudrait que les nationaux puissent réellement s'asseoir et discuter. Sans discussion, il ne pourrait pas avoir de solution. Même
même si les puissances étrangères arrivaient avec les moyens que nous connaissons, les solutions ne seront pas trouvées tant qu'il n'y aurait pas de consensus. Et avant qu'il y ait consensus, il faut des assises. Il faut accepter les autres, il faut accepter leur position et faire des concessions. Et on précise que c'est un ancien président de transition également, Dioncounda Traoré, qui est chargé de piloter cette réconciliation nationale. Nous allons certainement avoir en ligne de Bamako dans quelques instants Abdoul Karim Ba qui sera plus précis sur la question, mais le fait pour le Mali d'avoir choisi un ancien président pour gérer la réconciliation nationale pourrait aider, vous pensez, à faciliter les choses? Oui, vous savez, aujourd'hui, les autorités politico-administratives africaines et le peuple africain prônent des solutions africaines aux problèmes africains. Et je pense que le Mali est en train de donner un exemple aux autres pays que sont le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Le Mali est en train de leur donner un exemple parce qu'ils sont en train de faire des efforts de se retrouver autour d'une table et de pouvoir dialoguer. L'ancien président Dioncounda Traoré, nous ne sommes pas sans connaître les situations malencontreuses qu'il a connues aussi pendant qu'il exerçait le pouvoir. Le peuple est insatiable, le peuple veut des résultats concrets. Et tant que ces résultats ne seront pas atteints, à un moment donné, le peuple sera... je pense que le peuple irait jusqu'au bout, il se mettrait à sa disposition, à sa propre disposition, tous les moyens qu'il faut pour s'entendre. Si aujourd'hui, le président actuel et toutes les parties ont accepté que le président Dioncounda Traoré puisse conduire cette médiation, je pense que c'est un acte à saluer et toujours est-il qu'il faut reconnaître que les armes ne sont pas la solution à cette crise-là. Les armes ne sont pas la solution, c'est d'abord le dialogue. Le dialogue et après le consensus. Les armes ne sont pas la solution et les armes ont parlé ces derniers jours encore avec une autre attaque qui a coûté la vie à une dizaine de soldats maliens, des attaques qui se répètent. On a le général Sanogo qui a bénéficié, nous le disions aujourd'hui, de cette liberté provisoire avec ses co-accusés. Maintenant, ça devrait conduire à l'apaisement, mais il y a la réalité djihadiste sur le terrain. Il y a aussi que les autorités du Mali ont décidé d'ouvrir des discussions, ce qui était déjà fait par le passé avec les chefs terroristes ou rebelles. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans des situations déjà vues antérieurement avec une redistribution des cartes et puis le retrait de ces chefs djihadistes une fois ils ne sont pas contents? Bon, c'est vrai qu'il faut craindre parce que malgré les efforts qui sont en train d'être faits, qu'il y ait encore des actes terroristes qui se font voir, qui font mal. Je pense que il faut comprendre que le problème a longtemps duré. Donc ce ne serait pas des solutions qui aujourd'hui sont en train d'être présentées, des ouvertures qui sont en train d'être données, des concessions qui sont en train d'être faites, qui vont ipso facto donner une solution et faire taire définitivement le terrorisme au Mali ni dans l'espace Sahel. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs acteurs djihadistes qui sont en jeu. Donc il faudra d'une manière ou d'une autre connaître les besoins et les réclamations des uns et des autres et voir dans quelle mesure les satisfaire. Si elles sont satisfaisables. Si elles ne le sont pas, trouver des consensus avec eux pour que le peuple arrête d'en pâtir. Il y a M. Amadou, M. Adama Koulibaly de l'association de défense des valeurs ancestrales qui s'est rapproché de M. Amadou Koufa, qui lui a fait la confidence que tant qu'il n'y aurait pas une bonne et véritable justice, que vraiment lui ne déposera pas les armes. Donc lui a déjà fait savoir
ce qui le pousse à agir, il faudrait également s'arranger pour que l'on puisse connaître ce qui pousse également les autres djihadistes à agir et voir dans quelle mesure. Abdul Karim Ba est en ligne de Bamako au Mali. Je précise qu'il est journaliste producteur et directeur de publication, de l'information Radio Binkan, une radio de Bamako au Mali. Abdul Ba, bonsoir. D'abord, comment avez-vous... Bonsoir Abdoul. Comment a été interprétée, a été perçue la liberté provisoire accordée ce mardi au général Amadou Aya Sanogo? La liberté provisoire de Amadou Aya Sanogo était relativée. Je pense que ça a été assez perçu à Bamako, parce que les gens étaient un petit peu préparés par rapport à cette situation. C'est comme le 21 janvier déjà, le 25 janvier dernier déjà. Alors, les avocats de Amadou Aya Sanogo avaient réussi quand même à convaincre le tribunal de sa mise en liberté provisoire. Bon. Allô? Oui, Abdul Ba, on va vous reprendre le temps que la communication sur la ligne se précise. Nos techniciens y travaillent. Lagrange Simenou Agnangpe, avant peut-être d'aller joindre le docteur Paul Kananoura, qui est président de l'Institut Nelson Mandela et géopolitologue. Lagrange Simenou, Abdul Ba, avant que la ligne, que la communication ne se gâte sur la ligne, disait que ça a été bien perçu finalement, cette liberté provisoire accordée à Bamako au général Sanogo. Exactement, ça a apporté certainement une décrispation, parce que le peuple, en fait, comme nous le disions tantôt, veut un apaisement, le peuple veut mieux vivre, le peuple ne veut plus perdre les siens. Et pour ça, le pouvoir en place, même s'il fallait transcender certaines lois, même s'il fallait faire des concessions, il fallait le faire pour pouvoir préserver des vies, de nombreuses vies humaines. Docteur Paul Kananoura, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Mandela et que vous êtes... Oui, bonsoir Aziz et bonsoir les téléspectateurs. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Nous vous entendons parfaitement. Communication. Nous vous entendons très bien. La libération du général Sanogo est-elle profitable pour la paix au Mali? Bien, de toutes les façons, c'est très difficile de commenter une décision de justice, mais je pense que le général Sanogo a le droit de bénéficier d'un procès équitable et que ça vise à la liberté de la justice. Bon, ça, je suppose. Mais je ne crois pas que ça peut changer quoi que ce soit sur le terrain de la paix et surtout le terrain militaire. Les chefs d'état-major du G5 Sahel se sont réunis il y a pas longtemps. Ils ont certainement discuté de stratégie, mais il y a une différence d'approche entre, par exemple, le Mali et le Burkina Faso. Au Mali, on semble privilégier le dialogue, comme c'était déjà le cas précédemment avec les chefs djihadistes, tandis qu'au Burkina Faso, eh bien, on préfère armer les populations pour combattre les terroristes. Qu'est-ce qui explique cette différence d'approche? Bien, écoute, les deux approches m'inspirent au moins 3 à 4 précisions. Premièrement, les deux décisions opposées prouvent qu'il n'y a pas de coordination sécuritaire et politique dans la stratégie de combattre le même ennemi. Chacun pour soi, Dieu pour tous, ne marche pas, surtout face aux terroristes qui traversent les frontières sans visa. Deuxièmement, c'est un aveu d'impuissance de l'État, mais aussi de la faiblesse des armées. Comme l'option militaire ne marche pas, il faut inventer une chose hypocrite. Pensez-vous sincèrement que les civils armés vont faire face aux djihadistes qui mettent en échec les militaires formés au combat?
Pensez-vous sincèrement que les négociations et l'intégration des djihadistes vont ramener la paix? Je n'y crois pas. Je pense, et d'ailleurs ça nous amène à la troisième interrogation, que c'est une erreur stratégique et d'appréciation de la menace. Alors la menace est réelle puisqu'il y a encore eu des pertes en vies humaines au Mali il y a quelques jours. Est-ce que finalement c'est le gouvernement dans ce cas-là qui fait, pardonnez-moi, la politique de l'autruche? Bon, on ne peut pas dire si c'est la politique de l'autruche, mais alors que le sommet de Paul le 13 janvier avait décidé de concentrer les efforts militaires sur la zone de 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso et contre l'État islamique au Grand Sahara, aujourd'hui on constate que c'est le centre-ouest du Mali à la frontière mauritanienne qui vient d'être le théâtre de nouvelles attaques revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc, ici, nous sommes dans une stratégie mouvante de l'ennemi, c'est-à-dire des groupes islamistes et terroristes, sans aucune adaptation de stratégie des forces nationales et internationales. Donc, il y a une sorte d'hiatus stratégique dans ce qu'on peut proclamer dans des sommets et dans ce qu'on vit sur le terrain. Les chefs d'état-major du G5 Sahel se sont réunis la Grange Simenou à Niankpé, mais on sait qu'ils n'ont pas tous les moyens de l'action qu'ils veulent mener. Alors, vous allez rester en notre compagnie et nous tentons de joindre maintenant au Burkina Faso un confrère qui a couvert cette réunion des chefs d'état-major. Il s'agit de Tigacher Sawadogo, qui est journaliste au Faso.net. Tigacher Sawadogo, bonsoir. Alors la ligne, pour l'instant, n'est pas très nette. Nous allons revenir à vous, Lagrange Simenou à Niankpé. Les chefs d'état-major se réunissent, ils ont certainement fait leur état de besoin, mais comment mener efficacement leurs différentes actions alors que déjà les armées ne sont pas structurées lorsqu'elles sont prises individuellement? Je voudrais d'abord rebondir, si vous le permettez, sur les propos du docteur Paul Kananoura. Je suis d'accord, je suis d'avis que nos armées ont des difficultés, ont un certain nombre de difficultés, non seulement sur le terrain opérationnel, en matière de stratégie et également en matière d'équipement. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas apprécier au niveau de chaque côté, c'est-à-dire du côté du Mali, du côté du Burkina et probablement du côté du Niger. Il faudrait que chaque nation puisse apprécier avec son armée, avec les moyens dont elle dispose, les enjeux et comment contrer sur le plan national ces menaces et ce terrorisme. Je pense que c'est ce qui a amené les premières autorités politico-administratives de ces deux pays à prendre les décisions auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Ces décisions n'auraient certainement pas été prises sans avoir consulté les responsables à divers niveaux des institutions sécuritaires. C'est ce que je voudrais dire en premier. En second, il faut également dire que, comme le docteur Paul Kananoura le disait, ce n'est pas en armant effectivement les populations que nous allons résoudre un problème, mais des deux côtés, la réalité n'est pas la même. Le Burkina Faso subit chaque semaine des attaques qui font beaucoup de morts et si aujourd'hui se sont rendus compte et si le peuple également qui est souverain, qui détient le pouvoir, trouve qu'il est judicieux qu'on lui enseigne et qu'on lui apprenne à manipuler les armes pour combattre le terrorisme, pourquoi ne pas adopter cela? Pourquoi pas? Nous ne disons pas que cela va donner des résultats concrets, mais pourquoi ne pas l'adopter si
C'est la solution que ce peuple-là trouve. Parce que non seulement les nationaux n'ont pas pu trouver de solution, mais le G5 Sahel, la force du G5 Sahel et les opérations étrangères, les opérations militaires étrangères des autres nations, des autres puissances n'ont pas pu aujourd'hui apporter une solution conséquente qui puisse affecter un tant soit peu les populations. Nous avons Tiwa Cheikh Sawadogo du journal en ligne de Faso.net qui est actuellement disponible. Tiwa Cheikh Sawadogo, bonsoir. Bonsoir Aziz, bonsoir à tous. Alors, vous avez pris part, vous avez couvert la réunion des chefs d'état-major du G5 Sahel. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Alors, il faut dire que cette rencontre des chefs d'état-major des pays du G5 Sahel faisait suite aux différentes rencontres qui ont eu lieu à Niamey, au Niger, et à Pau, en France. C'est pour les chefs d'état-major du G5 Sahel d'intégrer les nouvelles dispositions qui ont été prises lors de ces différentes rencontres afin de mieux opérationnaliser la force conjointe. Alors, ce qu'il faut dire, la décision principale qui est sortie de cette rencontre-là, c'est que dorénavant, les différentes armées du G5 Sahel pourront passer d'une frontière à une autre pour traquer les terroristes. Parce que comme vous le savez, jusqu'à présent, toutes les troupes ont été consignées dans leur pays et alors que les terroristes notre pour opérer. Alors, en retoquant les textes, grands textes, désormais, les différentes troupes pourront passer d'une frontière à une autre. Par exemple, au Burkina Faso, les troupes pourront passer dans la frontière de l'autre côté du territoire malien pour traquer les terroristes. Au Mali également, on pourra passer de l'autre côté de la Mauritanie pour traquer les terroristes. Il faut dire que c'est la décision principale qui est sortie de la rencontre contre des chefs d'état-major du G5 Sahel. Alors, le président Roch-Marc Christian Kaboré semble, avec le gouvernement, avoir choisi de préparer les populations à se défendre. Est-ce que, on sait qu'il y avait déjà des groupes d'autodéfense composés de chasseurs traditionnels. Est-ce que ce sont ces groupes d'autodéfense qui existaient déjà, qui vont être sur lesquels les autorités vont donc s'appuyer? C'est totalement différent. C'est totalement différent parce que les groupes d'autodéfense qui existaient jusque-là, notamment les Kolwego ou encore les Dozo, sont différents de ce que le gouvernement a décidé de mettre en place. Les volontaires pour la défense de la patrie auront, par exemple, une formation initiale militaire de 2 semaines pour apprendre les tactiques de base militaires. Ils seront également dotés en armes pour sécuriser leur village, leur secteur, en attendant bien sûr l'arrivée des forces de défense et de sécurité. Donc c'est totalement différent. Là, c'est véritablement encadré. Le texte est passé à l'Assemblée nationale pour approbation et il ne reste plus que l'application. Alors, vous savez que, oui. Oui, vous venez de donner une information que nous n'avions pas justement. Et qu'en sera-t-il des anciens groupes d'autodéfense qui existaient déjà? Vous avez tout à l'heure évoqué les Dozo qui sont souvent mis à contribution, qui étaient mis à contribution dans d'autres contextes. Qu'adviendra-t-il de ces groupes-là? Alors, il faut dire que ces groupes d'autodéfense qui n'ont pas jusqu'à présent une reconnaissance légale. Le gouvernement, avec ces groupes d'autodéfense, ont toujours joué au jeu du chat et de la souris parce que pendant que le gouvernement estime qu'ils n'ont pas le droit de jouer, par exemple, la police judiciaire, ils appliquaient des amendes, ils fustigeaient des services corporels aux éventuels délinquants qu'ils arrivaient à appréhender. Donc, il y a toujours eu un langage un peu décalé entre le gouvernement et ces groupes d'autodéfense-là. Donc, pourtant, au plan local, ce sont des groupes qui sont très populaires. Très populaires en ce que, vous savez, l'insécurité au Burkina Faso ne date pas d'aujourd'hui.
Et l'État a toujours été un peu en déconnexion, en déphasage avec les réalités sécuritaires des populations au plan local. Alors que ces groupes d'autodéfense-là constituaient comme un palliatif à l'absence de l'État, à l'absence de forces de défense et de sécurité dans certaines portions du territoire. Donc, c'est un problème qui reste entier jusqu'à présent. Mais les volontaires de la défense et de la patrie que le gouvernement vient de mettre en place est totalement différent, comme je le disais, de ces groupes d'autodéfense, les Kolwego et les Dozo qui ont toujours existé au Burkina Faso. Alors, Tiga Cher Sawadogo, vous restez en repérage. Nous allons revenir à vous. On va peut-être essayer de joindre à nouveau le Mali pour avoir une idée de comment les choses s'organisent là-bas. C'est vrai que du côté du Mali, il a été choisi plutôt de privilégier la discussion, nous le disions tantôt, Lagbange Simenou Agnankbe, nous avons là un cas de figure qui est totalement différent de ce qui se passe ailleurs. Il y a des groupes d'autodéfense, certes, au Burkina Faso, mais là, on va avoir droit à des groupes d'autodéfense de gens formés, mais avec une formation qui sera peut-être insuffisante. Exactement. Vous savez, le problème qui se pose à ce niveau, d'abord, en premier, est qu'aujourd'hui, les djihadistes savent que des populations seront formées pour les contrer. C'est vrai qu'il y avait des groupes d'autodéfense qui essayaient de faire un travail qui apportait quand même un calme à la population. Mais de quel type d'armes seront équipés ces groupes d'autodéfense ou ces volontaires que l'État burkinabé va recruter? De quels moyens disposeront-ils? De quels moyens roulants, par exemple? De quels moyens roulants disposeront-ils? Et d'une manière ou d'une autre, les djihadistes seront informés de ce type de moyens. Il y a également ce problème d'information-là que les djihadistes arrivent à avoir, mais de l'autre côté, ceux qui sont en train de les combattre n'arrivent pas à détenir certaines de leurs informations. Vous voyez un peu, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'idéal, à mon humble avis, nous ne sommes pas sur le terrain, vous et moi, sur ce terrain-là, vous et moi, mais l'idéal serait d'abord d'enclencher un processus de discussion avec ceux-là pour savoir qu'est-ce qui les motive concrètement à commettre ces actes barbares et comment faire pour qu'ils ne puissent les commettre, comme est en train de faire aujourd'hui le Mali. Tiga Cher Sawadogo, tout à l'heure, a évoqué cette disposition qui devrait, un tant soit peu, réconforter les populations sans qu'on ait l'assurance que ça va véritablement ramener la sérénité et la sécurité. Paul Kananoura, docteur Paul Kananoura, vous avez suivi ces développements. Est-ce que la réponse que le Burkina Faso est en train d'essayer de donner à la menace terroriste pourrait, l'un de ces jours, aider à un retour à la sérénité ou bien à la sécurité dans les zones frontalières au Mali qui sont actuellement attaquées de façon répétée par ces groupes armés? Bien, avant de répondre à votre question, il faut souligner que les militaires et les services de sécurité des pays du Sahel font face avec abnégation et courage exceptionnel aux terroristes sans foi ni loi. Il faut saluer leur action et leur sacrifice au service de la nation. Bien, pour revenir à la question, tous les renseignements dont nous disposons montrent que les perspectives sécuritaires ne sont pas bonnes au Sahel. Donc, je pense que toute initiative, que ce soit civile ou militaire, qui peut encourager à la sécurisation des populations et des territoires, est tout à fait bonne. Et la décision du Burkina Faso d'armer les civils qu'il faut former dans des domaines pour
qui puissent prendre part à l'autodéfense populaire en attendant l'arrivée des militaires est à double tranchant. D'une part, ça peut apporter une sécurité psychologique qui permet peut-être à des populations de se défendre. Et d'autre part, ça peut provoquer aussi un effet inverse, parce qu'à ce moment-là, pour les terroristes, tout individu sera considéré comme une cible militaire. Donc, c'est à la fois quelque chose de positif, mais qui peut être à la longue négative si on ne trouve pas une adéquation efficace entre la défense populaire et la défense nationale. Et les populations vont être mises à contribution dans un contexte quand même difficile. Alors, Abdoul Karim Ba, vous êtes à Bamako, gageant que la communication soit meilleure cette fois. Nous évoquions l'approche du gouvernement malien pour essayer de ramener la sérénité dans les zones où le conflit, où les terroristes font rage. Est-ce que cette approche est partagée par la plupart des Maliens? Les différentes approches pour résoudre la crise au Sahel, je pense à juste qu'il faut aujourd'hui que les acteurs engagés s'investissent davantage dans la gouvernance et le contrat social. Parce que nous avons vu que malgré les engagements massifs de la communauté internationale et les pays du G5 Sahel, en un an, nous avons constaté que seulement plus de 440 000 personnes ont été obligées de fuir leur domicile. Et du coup, ces personnes ont été privées de leurs moyens de subsistance, d'un accès aux services de base d'éducation ou même de soins. Alors, au même instant, au même moment, je vais dire, on a constaté que presque 5,1 millions de personnes ont eu besoin d'assistance humanitaire au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Et parlant de chiffres, je vais peut-être vous dire que l'opération Serval à elle seule a coûté à peu près 500 millions d'euros à la France. Non, 800 millions d'euros à la France. L'opération Barkhane, 500 millions d'euros. Alors, le déploiement des forces onusiennes au Mali a coûté pratiquement la même somme, 500 millions d'euros. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de privilégier d'autres pistes. L'autre approche pour résoudre la crise dans le Sahel que je vais proposer, ce serait la solution de la négociation. Alors, j'ai cru entendre que la France, en tout cas, n'est pas dans cette solution de négocier avec les 5 djihadistes. Mais je pourrais vous dire qu'aujourd'hui au Mali, le gouvernement est sur cette piste parce que le haut représentant du président de la République, en la personne de l'ancien président de la transition malienne, le professeur Dioncoula Traoré, a commencé à travailler dans ce sens. Il l'a fait savoir le jeudi dernier lors d'une conférence de presse qu'il a déjà établi des passerelles avec les chefs djihadistes maliens qui sont Amadou Koufa et Yada Gali. Donc je pense aussi que ça aussi c'est une solution qu'il faut envisager parce qu'il ne faut pas tout concentrer sur la solution militaire qui aujourd'hui a montré quelques limites, il faut le dire clairement. Alors c'est une approche quand même qui est en ce qui concerne le Mali, qui est concerté, qui est voulu. Il est voulu par l'ensemble des acteurs politiques, de la société civile, des religieux, de privilégier la discussion plutôt que l'affrontement. Exactement, c'est une approche qui est partagée de toutes les parties et je crois fermement que ceci va donner quand même un certain nombre de résultats. Aussi bien à court terme que sur le long terme. Il faut aussi dire que c'est vrai que les chefs d'état-major se sont réunis et ont pris cette décision-là de pouvoir traverser et traquer les djihadistes jusqu'à l'intérieur d'autres territoires. Mais le problème que ceci pourrait
à mener serait une intensification, pendant que ces forces de l'ordre seraient en train de traquer à l'intérieur. Ça veut donc dire qu'il y aurait eu un mouvement et il y aurait eu un desserrement de ceinture de sécurité d'un autre côté, ce qui pourrait appeler encore à une autre frappe des djihadistes au sein de ces populations-là autour duquel l'étau de sécurité a été desserré. Parce que les djihadistes, chaque jour, ils essaient de réaménager leur stratégie. Ce qui voudra dire qu'ils ne soyons pas surpris de voir que les attaques et les frappes se multiplient. Deuxièmement, je pense également qu'il vaut mieux, comme nous le disions tantôt, dialoguer. Il vaut mieux dialoguer et préparer des solutions autour desquelles il faudra trouver un consensus. Parce que le G5 Sahel s'est mis à pied d'œuvre pour pouvoir régler ensemble cette solution au sein de ce périmètre-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bientôt, il y aura un autre sommet des chefs d'État du G5 Sahel, mais il vaut mieux travailler de façon technique, comme le Mali est en train de le faire sur son territoire, et pouvoir aller à une table de négociation pour dire au niveau de mon territoire, voici ce que nous proposons pour que le problème du terrorisme puisse reculer. Nous nous rappelons aussi qu'au début des premières opérations françaises au niveau du Mali, les forces étrangères françaises avaient quand même repoussé un tant soit peu ces djihadistes-là et avaient été applaudis par les populations, ce qui veut également dire qu'il ne faudra pas négliger également l'importance de cette aide qui émane de cette coopération multilatérale. Le docteur Paul Kananoura est certainement en notre compagnie. On rappelle que nous l'appelons de Bordeaux en France. Paul Kananoura, est-ce que sur la partie du Burkina Faso qui est frontalière avec le Mali notamment, les groupes terroristes sont formellement identifiés? Est-ce qu'on n'a pas là une sorte de capharnaüm où on retrouve des bandits de grand chemin qui profitent du chaos pour semer la terreur? Oui, effectivement, vous avez raison, parce que le terrorisme, même au Sahel, c'est un terrorisme d'Eurasia, c'est-à-dire d'accumulation de richesses par tous les moyens illégaux, que ce soit le trafic de tout genre, de malibolo, des êtres humains, mais aussi le vol des vaches et d'autres choses. Donc, nous sommes en face des groupes terroristes qui font alliance avec des groupes de bandits, de banditisme, de grands chemins pour semer la terreur. Mais ce coup sera que comme tous les deux groupes sèment la terreur, que ça devient le terrorisme. Des groupes qui sèment la terreur et qui sont très bien armés et équipés. Il y a eu des photos d'ailleurs que vous avez bien voulu partager avec nous tout à l'heure, mais qu'on ne verra pas à l'image, qui montrent l'arsenal qui a été retrouvé avec les terroristes qui ont été neutralisés, je crois, si je ne m'abuse, au Niger ou au Mali. On voit qu'ils ont des véhicules 4x4 qui sont quasiment neufs, et des armes de toutes sortes, des armes qui sont des armes d'excellente facture. Et effectivement, en fait, il faut se poser une double question. Qui arme ces terroristes ou ces groupes de bandits, et comment ils se sont armés, comment ils se procurent des armes, y compris les mitrailleuses, comment dirais-je, de haut calibre 12.7, et c'est incompréhensible. Il y a une incompréhension. Ils ont des Land Cruiser tout à fait neufs, et donc c'est tous ces véhicules
mais comment ils les importent, comment arrivent chez eux, c'est aussi notre question. Et en fait, on trouve que quand ils attaquent, que ce soit à Sokolo au Mali ou à Biangani, ils avaient des renseignements sur le nombre des militaires ou des gendarmes et leur équipement. Et en plus, ils faisaient des attaques avec un mode opératoire qui est tout à fait professionnel, parce qu'apparemment c'était toujours un groupe d'une centaine de personnes qui attaquaient avec un cas militaire ou un cas de la gendarmerie avec 3 fronts différents et en même temps. Et en plus, ils piégeaient les renforts parce qu'on savait d'où pouvaient venir les renforts, donc qui piégeaient les renforts pour causer encore beaucoup de dégâts sur les forces de défense et de sécurité. Donc, je pense qu'il faut se poser véritablement la question du financement du terrorisme et la question du commanditaire du terrorisme. Le financement du terrorisme, justement, pose des questions, mais cette maîtrise de l'information, parce qu'on se rend compte qu'ils sont très bien informés, là aussi, ils doivent disposer de relais, Paul Kananoura, ou bien c'est leur équipement qui est sophistiqué et au-dessus leurs équipements, justement en ce qui concerne le renseignement, qui sont au-dessus de ceux utilisés par les armées du G5 Sahel. Bon, je pense qu'ils disposent des relais, non seulement au sein de la population, mais et puis au sein aussi des forces de sécurité et de défense. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les nationaux. Hein? Ils sont terroristes, mais ils ont aussi des frères et sœurs qui sont dans l'armée. Ils ont aussi des frères et sœurs, les cousins, qui travaillent avec, je suppose, quelques autorités. Bon, c'est une infime minorité, mais qui est une minorité agissante pour déstabiliser le pays. Parce que selon les informations que nous disposons à Sokolo, c'était une centaine de djihadistes qui étaient d'ailleurs un peu infiltrés dans la population et qui disposaient de connaissances précises sur le cas des gendarmeries. Donc ça pose une question fondamentale de savoir comment ils peuvent se procurer de ces renseignements, que ce soit sur le niveau du matériel et que ce soit sur le nombre effectivement des gendarmes qui étaient dans le camp. Et cela explique peut-être la grande Chimène Agnongbe, les difficultés qu'il y a dans les différentes armées africaines qui sont parfois considérées comme des armées tribales. Bon, est-ce qu'il faut dire qu'il faut les appeler des armées tribales? Ce qu'il faut reconnaître est qu'au niveau de nos armées, nous avons pendant longtemps manqué non seulement de moyens, mais de mise en place de politiques de formation requises et qui puissent à même permettre à ces armées-là de défendre les nations, de défendre nos États. En dehors de cela, il faille dire que ce qui se passe aujourd'hui est une guerre d'intérêt. Il faut pouvoir le dire. C'est une guerre d'intérêt dans la mesure où ces nations du G5 Sahel gèrent un certain nombre de richesses que nous connaissons tous. De richesses qui intéressent aussi bien les autorités politico-administratives que les puissances étrangères. Et les groupes qui se disent aujourd'hui djihadistes, terroristes et autres revendiquent un certain nombre de choses. Comme nous le disions tantôt, M. Koufa a dit que tant qu'il n'y aurait pas une bonne et vraie justice, qu'est-ce qu'il met dans bonne et vraie justice? Il faut également se poser cette question. Ces djihadistes ont pris le temps de se former. Ils se sont formés convenablement. Ils sont aujourd'hui livrés en arsenaux de guerre, de pointe.
que les États n'arrivent pas à contrôler, dont les États en question ne savent pas comment est-ce que ces matériaux leur sont livrés et qui est-ce qui finance ces matériaux-là. Entre-temps, des espaces qui contrôlent disposent d'un certain nombre de ressources. À qui vendent-ils ces ressources-là? Comment est-ce que cela se passe pour qu'ils puissent avoir ces arsenaux, détenir tout cela? Je pense que il y a pas mal de choses qui ne se disent pas, qui se savent certainement de part et d'autre, qui ne se disent pas pour éviter certainement un certain nombre de choses, mais il va falloir aller, comme nous le disions, à des tables de négociation. Sinon, le problème va perdurer. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que même les puissances étrangères n'arrivent pas à vraiment mettre fin à ce fléau. Et ils sont bien intelligents. Ils prennent pour cible les populations. Les populations ne sont pas armées. Les populations ne sont pas formées à la défense. Raison pour laquelle nous avons dit tout à l'heure que si le Burkina Faso estime aujourd'hui qu'ils peuvent former illico presto leur population pour qu'ils puissent s'autodéfendre, pourquoi ne pas les laisser essayer cela également? Oui, mais les laisser essayer. Paul Kananoura, vous le soulignez tantôt, dans ces cas-là où la situation est complexe, où la sécurité est volatile, on peut tout accepter et tout comprendre, mais est-ce que la solution la plus simple n'aurait pas été de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que ce n'est pas en formant les civils dans des semaines qu'on va résoudre le problème. Le problème, d'ailleurs, ce n'est pas les armées classiques, c'est-à-dire qu'il faut changer la doctrine militaire, parce que nos militaires ont été formés depuis longtemps sur la contre-insurrection. Il faut changer cette doctrine de contre-insurrection en doctrine contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'il faut former les unités spéciales, pour combattre le terrorisme, c'est-à-dire qu'on les forme à des guerres asymétriques, pour qu'ils puissent non seulement avoir le renseignement précis et aller à l'intérieur de l'ennemi pour le détruire. C'est ça qu'il faut. Parce que c'est un groupe... Le terrorisme est un mode opératoire. Donc ce n'est pas un ennemi qu'il faut faire face pour dire la guerre contre le terrorisme est une farce. Parce que on ne peut... La guerre, c'est contre quelque chose qui est identifiable, tandis que le terrorisme est un mode opératoire. Et ces groupes sont mouvants, sont très peu, mais causent des dégâts très importants, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau des populations, et voire même au niveau des forces de sécurité et de défense. Et à ce moment-là, il faut aussi former les groupes mobiles, spéciaux, qui peuvent aussi faire en sorte d'adapter la stratégie très rapidement, mais avec les moyens conséquents pour détruire les foyers djihadistes dès qu'ils se forment plus possible. Alors Paul Kananoura, je vous remercie. On considère que c'est pour vous le mot de la fin, puisqu'on est en train de mettre un terme à cette émission. Lagrange Simenou, Agnankbe, Paul Kananoura venait de le souligner, il faut également améliorer la capacité opérationnelle des armées, mais améliorer la capacité opérationnelle des armées, oui. Mais comment et quand? Pour combien de temps? Comment, quand et pour combien de temps? Et qui va financer? Est-ce qu'il y a un financement qui est prévu pour cela? Je pense que c'est parce que ces questions n'ont pas de véritable solution que des accords multilatéraux ou bilatéraux ont été signés avec des puissances étrangères pour pouvoir pallier à un certain nombre de problèmes. Mais cela n'empêche pas que nous puissions dès maintenant faire de la prospective, que des personnes qui sont appelées à des responsabilités politiques ou à des ambitions politiques puissent d'ores et déjà commencer
à vraiment réfléchir à quelle politique mettre en œuvre dans 5 ans ou dans 10 ans lorsqu'ils seront opérationnels, lorsqu'ils seront des acteurs ou des autorités politico-administratives. Je pense que c'est à cela qu'il faudrait que les jeunes aujourd'hui qui ont ces ambitions-là puissent penser et que les autorités politico-administratives actuelles aujourd'hui, les gouvernants politiques puissent également penser à cela et pouvoir faire un certain nombre de concessions de commun accord avec la jeunesse africaine pour que ces problèmes dans 10, dans 15 ou dans 20 ans puissent être résolus un tant soit peu. Alors Tiga Cheikh Sawadogo, nous allons conclure avec vous. Est-ce que finalement cette approche sécuritaire proposée par le gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré a l'assentiment des populations de ces régions, et vous le soulignez tantôt, qui avaient été habituées à des mesures palliatives? Cette approche reçoit l'assentiment des populations. Je disais que cette approche reçoit l'assentiment des populations. La preuve, c'est que les critiques ont accordé leur quitus au texte quand il a été envoyé à l'Assemblée nationale. Preuve que c'est expérimenté. Parce que pendant longtemps, on a demandé à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais il n'y avait pas de contenu maintenant que le texte a été voté et avalisé au niveau de la représentation nationale. On espère que les choses vont changer parce que voyez-vous, quelle que soit la volonté de nos dirigeants, jusqu'à présent, parce que le maillage sécuritaire a un problème. J'espère que le Burkina Faso n'est pas aussi grand que le Mali ou encore le Niger, mais dans sa partie septentrionale, les populations se sont toujours senties délaissées. Alors, si les forces de défense et de sécurité peuvent avoir des relais locaux, ne serait-ce que pour donner l'information qu'il y a des groupes des terroristes qui paradent dans le village avec des armes et sécuriser leur village en attendant l'arrivée de ces FDS-là, bien entendu, c'est une idée bonne et c'est à l'application que l'on va juger. Bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui émettent des réserves, quant au recrutement de ces volontaires pour la défense de la patrie, parce que est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que c'est 6 mois qui sera signé avec chaque personne qui sera retenue dans son village, par exemple. Si au-delà, 2, 3, 4 ans après, on espère la situation se stabilise, que deviendront ces personnes-là qui ont reçu une formation militaire? Ces armes-là qui ont été distribuées à des populations civiles. Ce sont des questions légitimes que l'on se pose, mais bon, nous avons le dos au mur, les terroristes avancent, ils font de plus en plus de victimes, et de victimes civiles. Donc c'est une nouvelle approche à expérimenter. Et comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. Donc on attend de voir. On attend de voir et justement le Burkina Faso est obligé de réagir face à l'urgence terroriste, tout comme les autres pays. Merci à Paul Kananoura, qui est président de l'Institut Mandela, géopolitologue, spécialiste en gestion des conflits que nous avons joint de Bordeaux en France. Merci beaucoup. Merci également à Tiga Cheikh Sawadogo du site d'information en ligne le faso.net qui a été en notre compagnie ce soir. On aurait aimé avoir également Merci Aziz, même si le réseau nous a fait défaut. Ce n'est pas bien grave. On aurait aimé avoir également le docteur Djibi Diakhaté, qui est sociologue en ligne de Dakar, mais la saturation de la ligne ne l'a pas permis. Merci également à vous, Lagrange Simenou Agnankpe. Je rappelle que vous êtes jeune leader africain, directeur général du cabinet Lige Council et que vous êtes désormais un habitué de la tribune du mardi sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci aux équipes techniques qui ont permis la mise en onde, la diffusion de ce programme. Très bonne suite de programme.